Radio J. Radio J. Géopolitique, le MAG. Steve Nadjar. Radio J. Le début de la deuxième partie de Géopolitique, le MAG avec Léa Landman. Bonsoir Léa. Bonsoir Steve. Merci de nous rejoindre comme chaque semaine. Je rappelle que vous êtes géopolitologue, ancienne directrice de recherche à l'université Reichmann Herzliya. Sans surprise, on revient Léa sur la rencontre et les annonces historiques de Donald Trump à l'occasion de la réception de Benjamin Netanyahu à la Maison-Blanche. Si on compte le nombre de fois on dit historique dernièrement. Mais là, Bon, pour le coup, le mot n'est pas usurpé. Évidemment, on parle de l'idée de Trump, donc de s'accaparer Gaza pour la reconstruire et transférer 2 millions de Gazaouis dans 1, 2 ou 10 pays différents. Là, on vient d'annoncer qu'Israël remettra Gaza donc, aux États-Unis après les combats. On ne sait pas quand est-ce que c'est, mais après les combats. Il faut savoir que même aux États-Unis, cette idée a surpris tout le monde, puisque seuls les conseillers proches de Trump étaient dans le secret et que Netanyahou a été mis au courant quelques minutes avant la conférence de presse. On le voit d'ailleurs clairement à sa réaction. Bon, on va analyser ça un peu en détail quand même. Est-ce que c'est un plan d'abord ? Non, c'est pas un plan. Déjà, on va mettre ça bien clairement, c'est pas un plan, c'est une idée. Il n'y a pas d'étude de faisabilité, de coût, de volonté. John Alterman, qui est entre autres le directeur du programme Moyen-Orient au CSIS, de Center for Strategic and International Studies, pose le problème de la manière suivante. Ce n'est pas un plan, mais une idée visant à modifier les paramètres d'un débat figé depuis des décennies sur l'évolution du conflit israélo-palestinien et de la situation à Gaza. Alors les conséquences peuvent être une percée, donc en avant, un déblocage de la situation, ou une grande déstabilisation. C'est l'un ou l'autre. Donc le but de Donald Trump serait de secouer les idées reçues et de forcer tous les acteurs à proposer des solutions ou des idées qui paraissaient impossibles, improbables et folles avant le 7 octobre. Il renverse la table finalement. Oui, il renverse la table. Déjà, on ne sait pas ce qui s'est dit entre les deux hommes derrière la porte. Ils font front commun et pour l'instant, Trump donne du souffle à Netanyahou face à Ben Gvir et Smotrich, mais c'est un homme transactionnel. Donc, on peut être sûr que Netanyahou s'est engagé de son côté. À quoi ? Ce n'est pas clair. Il faut entendre quand même l'intransigeance de Trump sur la libération des otages. Il les veut dehors. Il y a six nationaux américains et il veut la fin de la guerre. Ça a été hyper clair. Là, il n'y a pas de zigzag et il n'y a pas de bégaiement là-dessus. Arrêtons-nous, Léa, sur l'idée majeure de Donald Trump, donc la prise en main, la prise de contrôle de la bande de Gaza par les Américains et le départ, la migration volontaire, c'est le terme utilisé par l'administration Trump, des Palestiniens de Gaza. D'abord, on parle d'un transfert de population contre la volonté des intéressés, puisqu'on ne leur a pas demandé leur avis. Et ça a un nom quand même, ça s'appelle une déportation des populations. Il y a évidemment dans l'histoire des exemples de transfert de population, il n'a rien inventé, Donald Trump, sans avoir besoin de retourner à la Seconde Guerre mondiale, donc on ne va pas faire de point Godwin aujourd'hui, l'échange de population entre l'Inde et le Pakistan, l'expulsion des Rohingyas de Birmanie. Il existe aussi des exemples de replacement de population pour créer une homogénéité nationale ou religieuse. Par exemple, après l'annexation de la Crimée par la Russie en 2014, la Russie a encouragé le déplacement de centaines de milliers de fonctionnaires russes et de soldats en Crimée. Certaines estimations parlent de 500 000 personnes. Mais là, il s'agirait contre le droit international. Mais là, il s'agirait, selon Donald Trump, d'un transfert forcé, même si, encore une fois, ça a déjà été tempéré depuis hier. Notamment sur la durée de ces départs. Avant-hier, pardon. Notamment sur la durée de ces départs, ils vont revenir. Dans le contexte historique du conflit, ce serait pour les Palestiniens une Nakba plus. Ensuite, l'idée de Donald Trump a eu comme effet d'aligner tous les pays arabes contre lui. Alors là, vraiment, pour la première fois depuis presque 16 mois, ils sont tous d'accord. Y compris l'Arabie Saoudite. Y compris l'Arabie Saoudite, y compris les Émirats, tout le monde. Alors là, vraiment, il n'y a aucune exception. On voit très bien les conséquences des grandes immigrations de ces dernières décennies, à commencer par les réfugiés syriens. On comprend donc la réaction viscérale. On va se concentrer aujourd'hui sur la Jordanie et de l'Égypte. Alors pourquoi ça pose un grand problème, notamment au royaume hachémite de Jordanie ? Parce qu'en termes de souveraineté, l'idée de Donald Trump a des grandes chances de les déstabiliser. En Jordanie, on estime à 60% de la population qui est palestinienne ou d'origine palestinienne. C'est aussi le pays qui a accueilli le plus de réfugiés par habitant syriens, irakiens. En 2016, c'était le pays qui a recueilli le plus de réfugiés. Le royaume hachémite connaît une grande période d'instabilité. Et donc l'idée d'accueillir encore des centaines de milliers de Palestiniens changerait la balance démographique. Et pour la Jordanie, c'est une ligne rouge, puisqu'ils pensent depuis toujours, il y a une sorte de théorie de conspiration en Jordanie, qu'Israël veut que la Jordanie soit le pays palestinien, en fait la Palestine officielle. L'idée
portées par une partie de la droite israélienne historiquement. Historiquement, bien sûr, ce sont des idées qui ont été émises, mais ça n'a jamais fait partie d'aucun plan de paix. D'aucune négociation, c'est vraiment pas... ça fait partie des théories de conspiration. Je comprends l'origine de ces théories, mais à aucun moment... Ils ont l'impression aujourd'hui que ça se concrétise à travers la proposition de Trump. Oui, et puis surtout, ils vont être vraiment déstabilisés. Ça change la balance démographique. L'Égypte, qui a déjà accueilli entre 100 000 et 300 000 réfugiés, on ne sait pas encore, on ne sait pas exactement gazaouis, ne veut pas non plus se retrouver avec des affiliés des frères musulmans dans le pays. L'armée égyptienne avait déjà accusé le Hamas et le djihad islamique de coopérer avec la branche locale de Daesh, Wilayat Sinaï. Je rappelle que les prisonniers palestiniens ont du mal à trouver un pays pour les accueillir. Ceux qui ont été transférés en Égypte, par exemple, sont toujours à l'hôtel sans avoir le droit de sortir, le temps de trouver une solution qui semble quand même traîner. C'est-à-dire que personne n'a tellement envie de se retrouver avec une population extrême ou qui s'extrémise dans leur pays. L'autre problème pour ces deux pays, c'est que Trump dispose à leur regard d'un sacré levier de pression. Des gros leviers de pression, exactement. L'Égypte reçoit 1,3 milliard de dollars en aide. Vous êtes impressionné par le chiffre, financière. C'est normal. Je suis impressionné, vraiment. J'essaye d'imaginer en quantité. Mais ce qui veut dire, c'est que l'Égypte est le deuxième récipient d'aide. Ils appellent ça aide humanitaire, mais c'est de l'aide financière après l'Ukraine. Après Israël. D'abord Israël et ensuite l'Égypte. Trump, par exemple, a gelé les fonds en faveur de la Jordanie pour le moment, mais imaginons que l'Égypte tienne ses lignes en refusant de recevoir les Gazaouis et que Trump décide d'arrêter l'aide financière. Ok, Sisi ira chercher un soutien ailleurs et qui se fera un plaisir de donner ce soutien, la Chine et la Russie. Ils ont aussi des leviers pour l'Égypte. Le canal de Suez, empêcher les Houthis de paralyser les voies maritimes. Ce serait la fin de l'alliance stratégique pro-occidentale dans la région. Alors ça, il faut bien le comprendre. Ni l'Égypte, ni la Jordanie, c'est vraiment démanteler ce qui a été fait depuis des décennies et ça donne la place au Sud global, comme on l'appelle, avec en tête la Chine et la Russie. Alors, je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans les relations compliquées du monde arabe avec les Palestiniens. Je vous promets à chaque fois qu'on va y arriver, mais à chaque fois, il se passe des trucs, on est obligé de parler de ça. Mais au niveau symbolique, les Palestiniens ont une place prépondérante dans le narratif arabe. C'est un symbole d'unité, de nationalisme arabe. C'est un enjeu religieux identitaire, anticolonialisme, etc., la mosquée d'Al-Aqsa. C'est un facteur de mobilisation populaire, on le sait très bien. Etc., etc. Donc après 16 mois de guerre à Gaza, je ne vois pas les pays arabes changer de narratif pour soudain accepter les réfugiés palestiniens alors qu'ils n'ont accepté aucun réfugié jusqu'à maintenant. Léa, on a évoqué donc la réception de cette proposition Trump à la fois par les Égyptiens et les Jordaniens et plus largement par le monde arabe. Est-ce que pour Israël, du point de vue israélien, c'est plutôt une bonne idée, pour ne pas dire un plan? Alors, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Il y a eu un peu d'excitation en Israël. Parce qu'en fait, c'est comme si Trump avait proposé une solution miracle. Pouf, on fait disparaître les Palestiniens et il n'y a plus de problème. D'abord, c'est pas vrai, on va y arriver, c'est pas vrai. Israël Katz, le ministre de la Défense, a demandé à Tsahal de commencer à établir un plan pour évacuer les Gazaouis qui le veulent, puisqu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas sortir de Gaza. Notez qu'il ne s'agit pas d'un transfert forcé, pour le moment, mais si on entend, même si on entend déjà des voix plus modérées expliquer qu'ils pourraient revenir. D'accord ? Mais pour l'instant, on commence à réfléchir à comment évacuer, ils vont appeler ça une évacuation, des Gazaouis qui veulent partir. Bon, encore une fois, ils ne peuvent pas sortir librement pour l'instant. Ceci étant dit, est-ce que ça réglerait le conflit, Steve ? Question $1 million. Non. Non, d'abord parce qu'il y a toujours la Cisjordanie. Les Palestiniens ont proposé d'accueillir des Gazaouis, mais il s'agirait donc de construire une nouvelle ville palestinienne. Bon, bref, chacun y va du sien, mais peut-être que c'est ça que Donald Trump voulait à la fin. D'abord, ce transfert forcé sera considéré comme un nettoyage ethnique, avec tout ce que vous pouvez imaginer comme usage politique et médiatique. Déjà maintenant, le 8 octobre, on parlait déjà de génocide, alors imaginez. Ensuite, ce sera une nouvelle pierre à l'édifice de construction de récits mémoriels, de revendications identitaires. On n'en verrait plus la fin. Il faut donc, jusqu'à preuve du contraire, considérer l'idée de Trump comme un moyen de secouer tout le monde. En hébreu, on parle de chèvre, ez. C'est comme une idée folle ou extrême qu'on jette dans le tas quand on veut proposer une nouvelle idée ou pendant des négociations. Elle semble si extrême que quand on retire cette chèvre de la table, les autres idées ne paraissent plus si folles finalement. En l'occurrence ici, exiler les chefs et les opératifs du Hamas, désarmer ceux qui restent, démanteler l'UNRWA et aligner le statut des réfugiés palestiniens aux normes des autres populations réfugiées semblait impossible il y a encore,
j'ai envie de dire quelques semaines. Ça va devenir beaucoup plus simple au prisme du plan de Exactement, Trump. ils vont se dire, oulala, si on n'accepte pas ça, qui en soi, ce sont des demandes, des revendications assez logiques. Hein. Bon, on verra bien de toute façon dans les semaines et mois prochains. On est dans l'art du deal, pour citer un livre. Voilà, c'est ça. Exactement. On verra bien dans les semaines et mois prochains si, avec la folle proposition de Trump, de nouvelles idées sortent du chapeau diplomatique. Et c'est ça qui est tellement fascinant dans cette histoire. Est-ce que quelqu'un va réussir à trouver une idée pour débloquer cette situation qui est complètement bloquée, disons? Mais j'en reviens aux demandes finalement israéliennes qui auraient dû être acceptées par tout le monde, la communauté internationale inclus, l'Europe inclus. C'est pas tellement demandé de démanteler le Hamas, de revisiter UNRWA, etc., etc. Merci beaucoup, Léa Lodeman, d'avoir été avec nous comme chaque semaine. On peut réécouter votre analyse sur radioj.fr et en vidéo sur YouTube. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.